السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Nous allons prendre un exemple pour expliquer le rapport qui existe entre l'intensité, la tension et la résistance. Pourquoi l'ampoule brille de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle grille? La cause doit être liée à l'intensité du courant électrique qui la traverse. Augmentez la tension pour reporter les diverses valeurs mesurées dans le diagramme. Pour cela, cliquez sur l'interrupteur de tension et observez les variations de la tension et de l'intensité. C'est le physicien Simon Ohm qui a découvert la relation directe existant entre la tension, l'intensité et la résistance. Sa découverte est la suivante. Le rapport entre la tension U et l'intensité I est constant dès lors que les conditions ne changent pas. Ce rapport entre la tension et l'intensité est lié à la résistance R. Pour toute équation qui relie trois grandeurs, il suffit d'en connaître deux pour pouvoir calculer la troisième. Il suffit de résoudre l'équation pour retrouver la valeur. On distingue trois formules différentes pour cette équation. Pour obtenir la résistance, la formule est R égale U sur I. Si l'on veut obtenir la tension, la formule devient U égale R fois I. Si l'on veut calculer l'intensité, la formule est alors I égale U sur R. Nous voulons maintenant calculer quelques exemples. Dans l'exemple 1, nous connaissons la tension et l'intensité. Nous recherchons la résistance. Pour une tension de 12 volts et une intensité de 0,2 ampères, la formule R égale U sur I permet de calculer la résistance. Le résultat est 60 ohms. Dans l'exemple 2, on connaît la résistance et l'intensité. Nous recherchons la tension. Pour une résistance de 5 ohms et une intensité de 3 ampères, la formule U égale R fois I permet d'obtenir la tension. Le résultat est 15 volts. Dans l'exemple 3, on connaît la tension et la résistance. Nous recherchons l'intensité. Pour une tension de 5 volts et une résistance de 10 ohms, la formule I égale U sur R permet de retrouver l'intensité. Le résultat est 0,5 ampères. Récapitulons. Lorsque l'on connaît deux des grandeurs, il suffit de choisir la formule qui rassemble ces deux valeurs dans le même membre. La puissance se définit comme le travail produit en un temps donné. Pour comparer les performances, une mesure de puissance a été définie historiquement. Elle est basée sur la force d'un cheval, d'où les chevaux vapeur, dont la forme abrégée est CH. Quels sont les chiffres cachés derrière cette notion de cheval vapeur? Pour déterminer le travail, nous avons besoin d'un poids de 75 kg, ainsi que le moyen de soulever ce poids sur une hauteur bien définie. Il s'agit de l'effort fourni par un cheval pour soulever un poids défini sur un mètre en un temps donné. Si le cheval a soulevé ce poids défini sur une hauteur d'1 mètre en 1 seconde, il a fourni une puissance d'un cheval. Résumons-nous une nouvelle fois. Un cheval correspond à la puissance nécessaire pour soulever une charge de 75 kg d'1 mètre en 1 seconde. La puissance s'exprime actuellement en watts. Un cheval correspond à 0,735 kW. Le symbole de la puissance électrique est la lettre P majuscule. L'unité est le watt, le symbole un W majuscule. Les grandeurs de mesure sont le milliwatt ou 1 millième de watt,
le watt, le kilowatt qui vaut 100 watts, et le mégawatt, soit 1 million de watts. La puissance électrique est le résultat du produit de la tension multipliée par l'intensité. Selon l'électrotechnique, la puissance est le résultat du produit de la tension multipliée par l'intensité. L'exemple suivant vous explique le rapport existant entre la tension, l'intensité et la puissance. Modifiez les valeurs de la tension et de l'intensité à l'aide du curseur. Si vous réglez une tension de 12 volts, vous pouvez déterminer certaines caractéristiques de puissance dans une automobile. La puissance qui en résulte est affichée. Cet exemple montre que l'on peut obtenir une même puissance avec différentes combinaisons de tension et d'intensité. Nous allons vous montrer, sur la base des exemples suivants, comment calculer l'intensité, la puissance ou la tension. Pour la troisième ampoule, nous connaissons la tension 12 volts et la puissance 10 watts. Nous recherchons l'intensité. Si nous convertissons la formule P égale U fois I, nous pouvons calculer l'intensité, soit I égale P divisé par U. Pour la première ampoule, I est égal à 10 watts sur 12 volts, soit 0,833 ampères. Pour la deuxième ampoule, la tension est également de 12 volts et la puissance de 18 watts. On recherche l'intensité. Là aussi, nous appliquons la formule convertie I égale P divisé par U. Pour cette ampoule, I est égal à 18 watts sur 12 volts, soit 1,5 ampères. Pour la troisième ampoule, nous connaissons la tension 12 volts et l'intensité 4,583 ampères. La formule P égale U fois I permet alors de calculer la puissance. Pour cette ampoule, P égale 12 volts par 4,583 ampères, soit 55 watts. Nous connaissons l'intensité et la puissance de la diode. Si nous retransformons la formule P égale U fois I, nous pouvons calculer la tension U. Dans le cas de notre diode, U est égal à 0,03 watts sur 0,02 A, soit 1,5 volts. Nous avons repris dans un tableau de sélection quelques consommateurs montés en parallèle dans une automobile. Afin de leur fournir de l'énergie électrique, nous avons besoin d'une source de tension. Insérons un ampèremètre dans notre circuit pour déterminer la consommation totale en fonction de l'augmentation de la puissance. Cliquez sur les différents champs de sélection des consommateurs pour les activer ou les désactiver et pouvoir ainsi tester diverses combinaisons. L'intensité momentanée s'affiche sur l'instrument de mesure. Il suffit ensuite de calculer la puissance résultante. Cliquez sur OK pour clore votre calcul de puissance. Reprenons. La puissance totale développée à un moment donné à bord d'un véhicule est fonction des consommateurs qui sont en service à l'instant T. Ici, vous voyez comment est constituée une source de tension. Entre la borne négative et la borne positive, il existe une différence de potentiel, en d'autres termes, une tension. Pour que cette tension puisse alimenter des circuits électriques, les deux bornes sont regroupées dans des sources de tension. La batterie d'une voiture est un exemple de source de tension. Si un conducteur se trouve entre les bornes, le courant électrique traversera celui-ci. Dans la pratique, il faudrait intégrer un autre consommateur à ce petit circuit électrique afin d'éviter les courts-circuits.
Le consommateur est relié aux deux bornes de la batterie par le biais du câble et d'un interrupteur. Les électrons transitent de la borne négative vers la borne positive via le câble relié au consommateur pour revenir vers la source de tension. La source de tension avec borne positive et borne négative n'est maintenant plus qu'un composant dans un circuit fermé. C'est de là que vient le nom de circuit électrique. Si l'on ouvre un interrupteur, il n'y a plus de passage du courant. Le circuit électrique est ouvert, c'est-à-dire interrompu. Pour résumer, pour que le courant électrique circule, on a besoin d'une source de tension. Les consommateurs doivent constituer une boucle fermée entre les deux bornes. Le circuit électrique doit donc être fermé. Peu importe que le circuit soit fermé par un câble, un liquide conducteur ou par la tôle d'une carrosserie automobile. On parle de circuit simple dès lors qu'un consommateur est relié à une source de tension par le biais d'un interrupteur et d'un câble. Le sens conventionnel du courant est différent du sens réel du courant. Nous allons le montrer à l'aide d'un circuit électrique simple. Le sens conventionnel correspond à l'ancienne conception. On pensait que le courant se produisait du plus, c'est-à-dire de la borne positive, vers le moins, c'est-à-dire la borne négative. À cette époque, les physiciens ne connaissaient ni les atomes ni les électrons, dont la charge est en fait négative. On a découvert plus tard que les électrons s'accumulent à la borne négative. C'est là que se trouve en fait l'excédent d'électrons et non à la borne positive. Le sens réel du courant est donc exactement l'inverse du sens conventionnel. Les électrons vont là où ils sont en nombre insuffisant, c'est-à-dire de la borne négative vers la borne positive. En automobile, on ne travaille pas avec les électrons ni avec la représentation réelle du sens de déplacement des électrons. On utilise le sens conventionnel du courant. On désigne dans les schémas électriques et les diagrammes la direction du courant par une flèche. Elle indique le sens conventionnel, c'est-à-dire de la borne positive à la borne négative. À côté de la flèche, on indique l'intensité. Un circuit électrique simple se compose d'une source de tension, de fusibles, d'interrupteurs et de consommateurs reliés par un conducteur. Le conducteur comporte un conducteur d'arrivée et un conducteur de retour. Le conducteur d'arrivée relie le consommateur à la borne positive de la source. Le conducteur de retour relie le consommateur à la borne négative. Ce type de circuit électrique est appelé circuit à deux conducteurs, car l'alimentation d'un consommateur nécessite systématiquement deux câbles. Au vu de la complexité d'une voiture, prévoir un conducteur d'arrivée et de retour pour chaque consommateur serait extrêmement onéreux. Il est toutefois possible de faire des économies. La carrosserie est en acier, un métal relativement bon conducteur. La carrosserie sert ainsi de conducteur de retour pour tous les consommateurs. On peut économiser la moitié de tous les conducteurs. Le conducteur d'arrivée part de la batterie vers le consommateur. Le fil de retour ne mène que du consommateur vers la carrosserie. La carrosserie en acier ne conduit pas aussi bien le courant que le cuivre dans les conducteurs d'arrivée. C'est ce qui explique que les consommateurs sont raccordés à des points particuliers. Ces points s'appellent les raccords à la masse. Depuis la carrosserie, le courant passe de la tresse de masse jusqu'à la borne négative de la batterie. Toute la masse de la carrosserie est reliée par ce câble court à la borne négative de la batterie. C'est de là que vient le nom de masse et les désignations point de masse et tresse de masse. L'automobile utilise actuellement des circuits à 1 et 2 conducteurs. Utilisez les boutons pour comparer les circuits électriques.
Qu'est-ce qu'un court-circuit? Prenons un circuit électrique avec un interrupteur et un consommateur. Nous fermons le circuit par le biais de l'interrupteur. Le courant circule et l'ampoule s'allume. Nous ouvrons de nouveau le circuit et retirons l'ampoule. Le consommateur existant normalement manque. Si nous refermons le circuit électrique, il se produit un court-circuit. Le courant électrique augmente tellement que les câbles et l'interrupteur surchauffent. Cela risque d'endommager tous les éléments du circuit électrique. Il se peut que l'interrupteur ne puisse plus être actionné car les contacts sont reliés entre eux. On ne peut plus ouvrir le circuit électrique. L'isolation des conducteurs peut fondre et griller. Un incendie survient. Les conducteurs risquent d'être détruits. La batterie est surchauffée par la forte puissance absorbée. Elle commence à bouillonner et risque même d'exploser. Un court-circuit est une liaison indésirable, fortement conductrice, entre la borne positive et la borne négative de la source de tension. Ce circuit électrique court-circuité devrait normalement comporter un consommateur. Si un consommateur est absent ou défectueux, l'intensité du courant peut être très forte. Le fusible situé en amont du consommateur sert à éviter ce risque. Le fusible est situé le plus près possible en aval de la borne positive de la batterie afin de protéger la majeure partie du circuit en cas de court-circuit. Le fusible sert de point faible prédéfini. À partir d'une certaine intensité, il fond et interrompt la continuité du circuit. Cela permet de protéger le reste du circuit en cas de sinistre. La batterie ou le câble de liaison peut subir une surchauffe sous l'effet d'un courant trop fort, même si le circuit est protégé par un fusible. Les câbles peuvent même s'enflammer. Nous allons étudier la structure d'un montage en série et en parallèle afin de pouvoir comparer directement le comportement des consommateurs. Commençons par le montage en parallèle. Dans cet exemple, nous avons monté deux consommateurs en parallèle. Nous commençons par un circuit électrique simple. La batterie alimente un consommateur, c'est-à-dire une ampoule, par le biais de conducteurs. Dès que le circuit électrique est fermé, l'ampoule s'allume. Que se passe-t-il lorsqu'un deuxième consommateur est raccordé parallèlement au premier sur la batterie? Nous raccordons une deuxième ampoule. Elle est identique à la première. Nous voyons qu'elle brille de la même intensité. Nous avons donc plus de lumière que précédemment. Sur le plan du circuit électrique, cela implique une plus grande consommation d'énergie et donc plus d'intensité. Ce n'est visiblement pas un problème avec un montage en parallèle. Les deux ampoules identiques brillent avec la même intensité. Prenons maintenant un montage en série. Dans cet exemple, nous avons monté deux consommateurs en série. Le circuit est fermé et l'ampoule s'allume. Nous voulons brancher un consommateur en série. Nous interrompons la continuité du circuit. Et nous branchons une deuxième ampoule analogue au point de jonction. Nous voyons les deux ampoules s'allument, mais leur intensité est moindre. Bien que nous ayons deux ampoules, nous avons moins de lumière. L'énergie consommée est donc moindre. Conclusion, l'intensité est moindre. La résistance du circuit électrique a augmenté. Les causes de ce phénomène peuvent être mises en évidence par les mesures effectuées sur les circuits électriques, mais aussi par calcul à l'aide de la loi d'Ohm. Examinons les tensions au sein de notre montage en parallèle. Le montage en parallèle se compose d'une source de tension, à savoir une batterie de 12 volts, et de deux consommateurs, c'est-à-dire des ampoules de forte puissance. Un consommateur étant une résistance,
nous pouvons substituer à nos deux ampoules de conception identique les résistances correspondantes. Les deux résistances sont donc de taille analogue. Le voltmètre vous permet de mesurer la tension aux bornes des résistances. Déplacez cet instrument de mesure avec la souris à droite à côté des résistances. Nous allons maintenant mesurer les intensités de notre montage en parallèle. Le conducteur est traversé par l'intensité I totale. L'intensité totale est répartie entre les deux consommateurs. Les intensités des consommateurs sont des intensités partielles. Si nous mesurons l'intensité totale avec un ampèremètre, nous obtenons une valeur de 4,8 ampères que nous retiendrons. Substituons maintenant aux deux ampoules identiques les résistances correspondantes, R1 de 5 ohms et R2 de 5 ohms. Nous allons élargir notre circuit avec une troisième résistance montée en parallèle. Nous l'appellerons R3. Elle est de 10 ohms. L'intensité totale se répartit comme suit. La résistance R1 est traversée par l'intensité I1, R2 par I2 et R3 par I3. Vous pouvez maintenant contrôler l'intensité totale et les intensités partielles aux bornes de chacune des résistances. Mettez l'instrument de mesure sur les conducteurs. Mesurons les tensions au sein de notre montage en série. Le montage en série se compose d'une source de tension, à savoir une batterie de 12 volts, et de deux consommateurs, c'est-à-dire des ampoules de faible puissance. Un consommateur étant une résistance, nous pouvons substituer à nos deux ampoules de conception identiques les résistances correspondantes. Les deux résistances sont donc de taille analogue. Mesurons la tension au niveau des résistances avec un voltmètre. Nous relevons 6 volts en R1 et également 6 volts en R2. Nous voyons que les résistances ne sont traversées que par une partie de la tension totale fournie par la batterie. Quelle valeur obtiendrons-nous en branchant une autre résistance en série? Nous allons élargir notre circuit avec une troisième résistance. Celle-ci est de 10 ohms. L'instrument de mesure nous permet de relever la tension au niveau des résistances. Déplacez cet instrument de mesure avec la souris à droite à côté des résistances. Mesurons les intensités au sein de notre montage en série. Commençons par substituer aux deux ampoules identiques les résistances correspondantes. R1 de 5 ohms et R2 de 5 ohms. Prenons un ampèremètre pour mesurer l'intensité aux bornes de R1, puis de la résistance R2. Nous obtenons la même valeur, soit 1,2 ampères. Notons-la soigneusement. Nous allons maintenant élargir notre circuit avec une troisième résistance. Nous l'appellerons R3. Elle est de 10 ohms. Mesurez l'intensité aux bornes de chaque résistance. Mettez l'instrument de mesure sur les conducteurs avec la souris. Les mesures ont donné le résultat suivant. L'intensité est la même au niveau de toutes les résistances. Ici, 0,6 ampères. Nous pouvons noter I1 est égal à I2 qui est égal à I3. Pour la mesure, cela signifie que dans un montage en série, le courant peut être mesuré en un seul endroit du circuit. Ensuite, l'intensité est connue pour chaque résistance montée en série. En résumé,
l'intensité est la même sur tous les points de montage en série. Vous souvenez-vous de la valeur de 1,2 A mesurée avec deux résistances? L'intensité est maintenant inférieure. La troisième résistance constitue un obstacle supplémentaire au mouvement des électrons. Voyons maintenant ce qui se passe dans le circuit étudié au cours de la mesure de l'intensité. Pour effectuer des mesures dans un circuit, nous devons le sectionner et intégrer un instrument de mesure. Après fermeture de l'interrupteur, nous pouvons mesurer l'intensité du circuit. Nous relevons une intensité de 4,8 A. Quel est l'impact de l'instrument de mesure sur le circuit? Nous sélectionnons de nouveau le circuit pour y intégrer un autre ampèremètre identique. Nous obtenons 4,61 A à la mise sous tension. Cette valeur est inférieure à la valeur que nous avions mesurée avec un seul instrument de mesure. Pourquoi? L'ampèremètre se trouve dans le circuit, monté en série avec les autres résistances. Le courant traverse l'instrument de mesure. Comme tout composant de circuit, il possède également une résistance. Cette résistance interne augmente la résistance totale du circuit dans lequel l'élément a été intégré. La résistance totale augmente et réduit donc légèrement le courant qui traverse le circuit. Le circuit électrique est donc influencé par l'insertion de l'instrument de mesure. Pour relever des intensités nettement supérieures à 10 A dans un véhicule, il convient de prendre en compte la résistance intrinsèque ou impédance de l'ampèremètre utilisé. Il existe d'autres procédés pour les fortes intensités, comme la mesure avec une pince ampèrmétrique. Celle-ci permet de mesurer l'intensité sans sélectionner le circuit électrique. Ce procédé sera expliqué plus tard. Nous allons analyser ce qui se passe dans le circuit étudié au cours d'une mesure de tension. Pour cette mesure, nous avons besoin d'un ampèremètre et d'un voltmètre. Raccordons d'abord l'ampèremètre. Après fermeture de l'interrupteur, nous pouvons mesurer l'intensité du circuit. Nous relevons une intensité d'1 mA. C'est très peu, 1 millième d'ampère seulement. Ce courant infime équivaut par exemple au courant de repos d'un autoradio. Quel est l'impact d'un voltmètre sur le circuit? Nous raccordons le voltmètre au consommateur et obtenons 1,0006 mA. Le courant électrique est devenu minime une fois que nous avons raccordé le voltmètre. Pourquoi? Le voltmètre a, comme tout autre composant d'un circuit électrique, une résistance. Il est monté en parallèle au consommateur. Cette résistance intrinsèque réduit la résistance totale. Cette moindre résistance totale entraîne une légère augmentation de l'intensité dans le circuit. Le circuit électrique a été modifié par la présence de l'instrument de mesure. Cette modification est très faible. Cela tient au fait que l'impédance d'un voltmètre est très importante. Les appareils récents ont une impédance de quelques 20 millions d'ohms. Conclusion. Lorsque l'on mesure la tension à bord d'un véhicule, le courant qui traverse l'appareil de mesure monté en parallèle est négligeable.